Tu vois, le Petit Prince, ça me touche tellement, je te jure que je pourrais pleurer là. Tu vois, les livres, c'est comme un doudou pour moi, quoi. Ce que la lecture va te donner à ton cerveau, je vois pas, tu vois, je sais pas. Ouais, franchement. Tu crées des mondes. Il y a l'équivalent nulle part. Mais oui, hein. Mon père est mauritanien, ma mère est sénégalaise, je suis né en France et j'ai grandi au Canada. Je suis canadienne, j'ai les 4 passeports. Ce qui est marrant, c'est que je suis né, ça c'est jusqu'à mes peut-être 11 ans, j'étais apatride. Et aussi, il faut pas que mon père l'entende, mais. On va parler d'amour. Un berger m'intéresserait plus qu'un marchand de popcorn, je pense. Tu t'es préparé pour aller à Sunday Groove et tu voulais turn up. Donc je travaille pour Brut. En gros, disons, je raconte des histoires. Quelle est ta légende personnelle? Je sais pas si je saurais la définir exactement, mais elle est vraiment liée à... Raki. Attends. Dis-moi qui tu es sans me dire ce que tu fais. Alors, je dirais que je suis quelqu'un d'optimiste, curieuse, passionnée par les gens. Donc les gens, leurs histoires. Ouais, ça, je pense, c'est un des trucs principaux. Mais après, c'est lié à la curiosité. D'accord. Mais les gens, ça me passionne. Leur vie, leurs histoires, leurs choses. Donc passionnée des gens, curieuse, optimiste. Je pense que c'est 3 mots qui me décrivent. Et après aussi, je dirais quelqu'un d'ouvert d'esprit. D'accord. Ouais, je pense... peut-être ça, c'est dû un peu à mon parcours, ma vie, mais l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose, je pense, qui me définit et que je recherche aussi beaucoup chez les gens. D'accord. Ouvert, tu vois, sur le monde, sur toutes sortes de questions, mais voilà, ouverture d'esprit, je pense que c'est... Ouais. Ok, et ouais. Est-ce que tu penses que... Quelle proportion, tu penses, de cet aspect de toi est innée et quelle proportion est acquise? Je dirais que c'est vraiment des deux. Mais parce que depuis que je suis petite, je sais que ça a toujours été quelque chose... Ce que je t'ai dit là, c'est vraiment ce qui me définit depuis que je suis toute petite. Vraiment, j'ai toujours été super intéressée par les gens depuis que je suis vraiment petite, mais aussi très curieuse et très optimiste. Mais en même temps, depuis que je suis petite, j'ai vécu, tu vois, dans le monde entier. Donc, je suis né de parents sénégalais et mauritaniens, mais je suis né en France. Après, on est allé au Canada, je suis allé en Suisse. Donc, tu vois, qu'est-ce qui a façonné ma personnalité? Est-ce que c'est le fait que dès petite, j'ai voyagé beaucoup, tu vois, j'ai été exposé à beaucoup de choses très très jeune. Parce que même avec mon père, depuis que lui, il travaille aux Nations Unies, donc depuis que je suis toute petite, j'ai énormément voyagé. Donc tu vois ça, c'est dur de dire qu'est-ce qui a influencé l'autre. Parce que dès que j'ai commencé à parler, j'étais déjà peut-être comme ça, mais en même temps, j'avais déjà, tu vois, fait beaucoup de voyages, j'avais déjà été exposé à beaucoup de choses. Tu vois. Mais en tout cas, je sais que quand je parle avec ma mère ou aux gens qui me connaissaient petite, ou même quand je vois des vidéos de moi petite, je suis quand même vraiment la même, tu vois, la même patte là qui a grandi, mais c'est la même chose. Bien sûr. Tu vois. Donc je sais pas, je dirais que c'est un peu des deux. D'accord. Je pense que de base, j'ai quand même ces trucs, mais après, tu vois, l'environnement a beaucoup aidé. Ok. Et du coup, que fais-tu et surtout, pourquoi le fais-tu? Alors, je suis journaliste, créatrice de contenu, disons, et / productrice. D'accord. Et vraiment, je le fais parce que je suis passionnée et curieuse. Passionnée des gens. Donc, c'est-à-dire que en gros, disons, je raconte des histoires. Donc, je le fais aussi pour des marques. Donc, tu vois, il faut bien gagner sa vie. Donc Bien sûr. mais la base de la base, je pense, c'est vraiment cette curiosité. Parce que moi, je vois que souvent, quand je tourne en fait des vidéos. D'accord. Et souvent quand j'ai un tournage à faire ou tout ça, je me dis mais en fait ils savent pas que ça je le ferais mais gratuitement parce que c'est vraiment ce que je fais en fait. Ouais. C'est vraiment tu vois. Là je suis payé, c'est tant mieux, mais en fait ce que je fais vraiment tous les jours, je le ferais mais vraiment faut pas qu'on m'entende mon employeur. Donc toi tu considères vraiment que tu es dans ton ikigai. Ouais. Tu connais le concept de ikigai. Donc tu considères vraiment que aujourd'hui, même si l'argent n'était pas une question, tu ferais exactement ce que tu as envie de faire aujourd'hui. J'ai trouvé ce qui me passionne vraiment. D'accord. C'est-à-dire que... Excuse-moi. D'ailleurs, journaliste, c'est un grand mot, ça veut dire beaucoup de choses. Mais toi, en tant que journaliste, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi est-ce que tu es journaliste d'investigation type Élise Lycée? Est-ce que tu es journaliste façon Pascal Pro? Qu'est-ce que tu fais exactement comme journaliste? Ouais. Déjà, comme tu dis, journaliste, c'est lourd. Tu vois, c'est dur d'assumer parce que je suis journaliste, mais techniquement, j'ai pas, tu vois, de diplôme en journaliste. Et je sais que ça, c'est un métier qui est très
Est-ce que tu as une carte de presse? Oui, j'ai une carte Ok. de presse, mais c'est parce que je travaille pour un média. D'accord. Ouais. Ok. Donc moi, en fait, donc je travaille pour Brut. Je sais pas si mon bon. Bah, si, Oui, c'est pas un secret. Mais donc moi, ce que je fais, c'est que donc quand je travaille beaucoup avec des marques. Donc il y a deux parties en fait, deux casquettes. J'ai une partie brand content. Donc c'est qu'en fait, on raconte des histoires pour des marques. Et en fait, ça me plaît parce que on essaie tu vois, des fois, il y a des institutions, des marques qui viennent nous voir et qui nous disent, il faut qu'on parle de ça sur Brut. Comment on le rend plus intéressant, tu vois, pour les gens. D'accord. Et donc, moi, mon métier, c'est de trouver un angle et de voir comment on peut raconter cette histoire ou ce que cette marque fait, qui des fois, c'est pas très sexy, mais comment le rendre intéressant, tu vois. D'accord. Donc, c'est là qu'on va passer peut-être par l'histoire de quelqu'un, par, tu vois, trouver un aspect qui est intéressant pour pouvoir raconter une histoire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais toute une partie avant de recherche sur la chose dont on va parler, et ensuite on prépare des scripts. Donc, tu vois, on essaie de préparer tout un texte avec est-ce qu'on raconte cette histoire, ou tu vois, on fait un peu une genre de storyboard avec les différents éléments qu'on va mettre en avant, etc. Et de voir comment le rendre le plus intéressant pour les gens qui n'ont plus d'attention, sachant que, tu vois, c'est des vidéos qu'on fait qui sont très courtes. Bien sûr. Et faut garder en tête que la personne, 90% des personnes, après 10 secondes, on les a perdus. Donc, c'est de voir comment raconter une histoire tout en restant fidèle à nos obligations, donc c'est-à-dire fidèle à l'ADN de Brut ou fidèle à ce que la marque demande, mais de la rendre la plus intéressante possible. D'ailleurs, à quel point on a du recul sur cette façon de faire du journalisme? Parce que j'imagine que pour toi, comme pour tous les journalistes qui travaillent dans des médias comme Brut, c'est une façon de faire du journalisme qui est quand même assez nouvelle avec les réseaux sociaux, avec les contenus courts. Mais du coup, dans quelle mesure, à quel point est-il aujourd'hui facile d'avoir du recul sur ça? Est-ce que, par exemple, tu vois, tu parles de marque, moi je pense à la notion d'éthique. Est-ce que aujourd'hui tu ferais ces vidéos-là pour n'importe quelle marque? Est-ce qu'il y a une ligne de conduite que tu t'imposes ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est vrai que c'est tout nouveau, quoi. Et je sais que pour beaucoup de journalistes qui sont plus de la vieille école, pour eux, ce qu'on fait, c'est vraiment, tu vois, c'est assez mal vu. Je trouve que là, j'ai eu ces derniers temps, en échangeant avec d'autres journalistes, tu vois qu'ils nous regardent un peu de haut. Tu vois, en disant, vous, ce que vous faites, c'est plutôt des trucs d'influenceurs que du vrai journalisme. Tu vois, il y a un peu ce truc de, nous, le vrai journalisme, on écrit les articles, tout ça, et vous, c'est des vidéos. Oui. Donc ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu une perception... Donc il y a une forme de condescendance de la part de la presse traditionnelle. Oui, je pense. Mais en même temps, ils ont aussi besoin de faire ce genre de contenu parce que c'est ça qui marche maintenant. Ils s'y mettent tous, de toute façon. C'est ça, exactement. Donc il y a un peu un truc de, on reste supérieur à vous, on est un peu obligé de le faire, mais en fait, voilà, ils se rendent compte que maintenant, c'est ça qui marche. Tu vois, dans tous les médias, c'est ça, tous les médias, c'est ça, c'est des vidéos, c'est des trucs. Et c'est l'information qui est vraiment condensée. Que tu arrives à mettre en 1 minute, tu vois, ce qui s'est passé dans le truc avec des images. Donc c'est vraiment c'est complètement différent. Et en effet, c'est une forme de journalisme qui est vraiment nouvelle. Oui. Ce qui est vraiment, qui est nouvelle, qu'on découvre, qu'on crée en même temps, quoi. Moi, je trouve que depuis, si je regarde là, ces 3 dernières années, environ que je suis chez Brut, je vois à quel point ça a évolué, tu vois. Comment déjà c'est partout en quelques années, alors que c'était pas vraiment le cas. Et comment ça a pris même au sein de chez Brut Afrique, comment ça a pris, parce que moi je travaille chez Brut Afrique, pardon. D'accord. Mais comment en quelques années, tu vois, c'est devenu, comment le phénomène a grandi, quoi. Et comment le style a évolué, comment il est peut-être copié ou bien dans d'autres médias, mais comment, tu vois, même comment nous on s'inspire aussi d'autres médias. Mais j'ai vraiment, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est j'ai l'impression d'être au cœur de quelque chose qui se crée, tu vois, d'un nouveau peut-être style ou d'une nouvelle manière de faire les choses. Et j'aime vraiment, je trouve ça super passionnant d'en faire partie, tu vois, d'en faire partie et d'y contribuer. D'accord. Ce que j'ai remarqué chez toi, c'est que tu sembles avoir une facilité de contact avec les humains. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a toujours été en toi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été appris, acquis, peut-être à travers certaines lectures, à travers certaines expériences, par exemple? Parle-moi un peu de cet aspect de ta personnalité, parce que c'est quelque chose d'assez qui te définit assez rapidement lorsqu'on te connaît. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être la chose qui me définit. Bon, je sais pas si c'est la chose, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est... Mais comme je disais, déjà, je suis passionné par les gens. Donc, ça veut dire que, peu importe, en fait, j'ai peut-être pas cette timidité qui va faire que j'ose pas aller demander, tu vois. Là, si je vois quelqu'un dans la rue et je veux vraiment savoir
Bon, j'exagère. Je suis pas, je marche pas dans la rue à aller voir des inconnus pour leur demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. On a vu des vidéos et tu fais ça. En plus, oui, c'est vrai que je fais un peu ça. Bien sûr. Mais ouais, donc il y a cette passion pour les gens déjà, je pense, qui fait que elle dépasse toute timidité ou toute, tu vois, peur d'aller vers l'autre. Il y a ça, et il y a aussi, je pense, mon éducation, parce que mon père, en fait, je suis pareil, je suis la copie de mon père, tu vois. Lui aussi, il est toujours, tu vois, en train de, quand tu nous vois tous les deux, c'est vraiment toujours aller parler aux gens, donc ça, je pense que depuis petite, c'est quelque chose que j'ai un peu copié, tu vois. Mais lui, c'est vraiment ça. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Talking to Strangers je crois que c'est Malcolm Gladwell. Et ça, ouais, il en parle tout le temps, c'est sa Bible. Et en fait, il parle de comment, quand tu parles à des inconnus, en fait, ce livre explique le nombre d'opportunités que tu peux te créer dans la vie juste en parlant à des inconnus. C'est vrai. Ouais. C'est tu vrai. vois, tu parles à, je sais pas moi, celui qui nettoie sa cour en face de toi. Et en fait, dans le livre, il explique qu'il se rend compte que vous parlez, et tu te rends compte qu'en fait, il est cousin avec je sais pas qui lui a ouvert, tu vois. Et en fait, c'est comment, pour moi, c'est les gens, c'est vraiment la richesse, c'est une richesse énorme, quoi. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'attire le truc. Mais après, en même temps, c'est jamais quelque chose qui est réfléchi de mon côté, tu vois. C'est vraiment, je me dis jamais, ah, ok, si je parle à telle personne, il va se passer ça et tout. C'est vraiment, ouais. C'est quelque chose que tu fais assez naturellement. Ouais, vraiment, ouais. Mais c'est vrai que c'est le truc, c'est vraiment que en même temps, c'est assez facile à voir. Mais c'est vrai que c'est peut-être, ouais, c'est une des choses qui me définissent le plus, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que quand, dans mon métier, je dois aller parler aux gens, bah c'est vraiment, c'est super naturel, quoi. Tu vois, c'est super, et peut-être que c'est ça qui se ressent aussi dans mon travail, c'est que c'est vraiment authentique. Tu vois, c'est pas, souvent, par exemple, quand je vais aller en tournage, je vais avoir des questions, mais en fait, après, tu vois, je vais commencer par mes 2 questions, mais en fait, après, ce que la personne me dit me passionne tellement qu'on commence à discuter, à parler d'autres choses, tu vois, et c'est vraiment, et je pense que c'est ça, peut-être, qui peut se ressentir. Mais c'est que c'est vraiment authentique, tu vois. Je pense que moi, la façon dont je résumerais ça, c'est que j'ai l'impression que les conversations que tu as avec les gens, c'est les conversations que tu aurais eues même si la caméra n'était pas là. Ouais, 100%. C'est vraiment la caméra, j'oublie, tu vois, qu'il y a une caméra, qu'il y a un script, ou qu'il y a un truc à dire, c'est vraiment, je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui fait la personne, quoi. Qu'est-ce qui l'anime, et ça, mais ça me passionne. Et des fois, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui croient peut-être que, limite, je me moque un peu d'eux, tu vois, parce que je suis tellement intéressée. Oui. Qu'on doit dire, mais j'ai déjà eu ce sentiment-là. Tu vois, mais qu'est-ce que, ça lui fait quoi, elle, que j'ai acheté ma chemise dans tel magasin, alors que moi, ça me passionne. Mais pourquoi tu l'as acheté? Tu vois, c'est vrai. Donc, il y a des gens, des fois, vraiment, qui doivent se dire, elle en fait trop et tout, mais c'est vraiment sincère, tu vois, c'est vraiment, ça m'intéresse vraiment profondément. Ouais, non, c'est vraiment, je sais pas, et quand j'en parle, en tout cas, j'en parle souvent avec ma mère, elle me dit que depuis toute ma vie, tu vois, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, tu vois, cette facilité. Donc, quand j'ai quelque chose à faire, je sais qu'il n'y a pas du tout, que ce soit un tournage, que ce soit une intervention publique, il n'y a pas ce petit truc de, tu vois, comment on va faire, de quoi on va parler et tout, parce que je sais que là, les questions et tout, elles sont, tu vois, de mon côté, elles peuvent sortir, ça, c'est pas un problème, quoi, tu vois. D'ailleurs, dans notre conversation, tu parles beaucoup de tes parents, et moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est, toi, tu as eu une chance où ton enfance a été beaucoup documentée. Tes parents prenaient beaucoup de vidéos, beaucoup de photos de toi, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte lorsque tu regardes, parce que moi, personnellement, lorsque je pense à l'enfant que j'étais, j'ai du mal à savoir quel type d'enfant j'étais. Tu vois, je n'ai pas de vidéo de moi tout petit, et des fois, j'ai l'impression de ne pas me connaître petit, tu vois. Et toi, qu'est-ce que ça te fait de savoir l'enfant que tu étais, parce que ça a été beaucoup documenté par tes parents, et dans quelle mesure te sens-tu proche de cette personne-là? Déjà, proche, ça me fait peur pas peur, mais quand je vois des trucs, je me dis waouh, mais j'ai vraiment pas changé, quoi. Même pas un effort c'est la même personne, tu vois, avec 30 ans de plus. Mais par contre, je sais pas si ça me, à quel point ça me, comment dire, le fait de revoir, je sais pas, peut-être comme j'ai grandi en voyant toujours ces images, tu vois, c'est pas comme si j'avais plus vu pendant 15 ans toutes ces images et que je retombais dessus. J'ai toujours un peu eu plein de photos, plein de vidéos, et même moi aussi toujours,
quand je retrouve dans les archives, j'ai beaucoup de trucs que moi-même j'allais filmer, moi-même je faisais des petites émissions, tu vois. Donc j'ai toujours été connecté à. Donc c'est dur pour moi d'avoir du recul sur. Oui. Tu vois, c'est pas comme si je l'ai trouvé comme ça. Oui, donc le lien avec cette personne-là, en fait, tu l'as jamais perdu. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. C'est juste la continuité de qui tu es aujourd'hui. Ouais, exactement. Okay. Mais je sais pas si, tu vois, par exemple, imagine que toi tu retrouvais ces trucs, tu retrouves une vidéo de toi. Je me demande si peut-être que tu serais étonné d'à quel point tu es pareil à ce que t'es, tu vois. Peut-être. Parce que je pense c'est que une curiosité que j'ai, tu vois. Ouais. Peut-être, oui. Mais peut-être que c'est facile de fantasmer, de se dire, ah, peut-être que comment j'étais peut-être différent. Mais, enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, quand je compare à mon truc, c'était la même chose. En plus, tu vois, plus grande, mais c'est un peu, tu vois. Donc, je sais pas si on change vraiment du tout au tout. Ça se trouve, tu verrais tes images et tu dis qu'en fait, t'es la même personne, tu vois. C'est vrai, c'est une possibilité. Et justement, parlons des livres. Comment a été ta rencontre avec les livres? Bah franchement, je pense qu'elle a commencé dans le ventre de ma mère. Pour te dire, vraiment. Sérieusement? Ouais, vraiment, parce que elle a tout. Bah, ma mère, elle lit énormément. Mes deux parents lisent beaucoup, mais ma mère, c'est vraiment, elle lit énormément. Tu vois, je parle beaucoup de mon père et comment on est très similaires. Mais ma mère, elle est très introvertie, plutôt casanière, calme. Mais les livres, les livres, c'est vraiment son monde, tu vois. Elle est passionnée de lecture depuis qu'elle est toute petite. Donc elle, je sais qu'elle m'a souvent raconté que depuis qu'elle est enceinte, elle me lit des livres. Tu vois? D'accord. Ouais. Elle me racontait qu'elle avait lu un livre, mais j'ai oublié comment ça s'appelait. Je sais plus, mais un livre en tout cas sur la place de l'enfant dans le ventre. Parler à son enfant, je crois que ça s'appelait un truc comme ça. Parler à son enfant. Ouais, je pense. Et donc elle dit que ouais, c'était super important pour elle dès que j'étais dans son ventre de lire, tu vois. Donc elle commençait déjà à me parler beaucoup, à lire. Et depuis que je suis bébé, je pense depuis que je suis né, elle me lit des histoires aussi. Donc avant même que, tu vois, je pense qu'on comprenait rien, c'est vraiment des bébés, elle me lisait des histoires. Et toute mon enfance, j'ai des souvenirs de, bon, je me rappelle plus d'elle, bébé ni dans le ventre qui me lit, mais je sais que j'ai quelques livres d'enfants qui m'ont marqué, mais parce que j'ai commencé à les lire à 2 ans, tu vois. Enfin, ma mère me les lisait à l'époque, mais je sais que on a toujours eu à la maison plein de livres. Elle m'a toujours lu, mais tu vois, toujours lu des livres. Donc, ouais, ça a toujours vraiment fait partie de, tu vois, toujours fait partie de moi, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les livres? Bah, toujours très importante. C'est-à-dire que maintenant, je lis. Alors, je suis comme tout le monde tombé dans le piège des téléphones et tout ça. Hein, ça, je suis accro. Je passe beaucoup de temps sur TikTok. Mais je sais que l'équilibre des livres, il est vraiment nécessaire à ma vie. D'accord. C'est vraiment, ouais. C'est le moment. C'est-à-dire que j'ai toujours un livre. Des fois, il y a des périodes, tu vois, j'ai du mal à le finir. Je vais être sur un livre pendant longtemps. Mais dès que je finis un livre, je sais que j'en ai commencé un autre. J'en ai toujours un autre qui est prêt à lire, tu vois. Mais c'est vraiment, c'est une partie super importante pour moi, les livres. D'accord. Et de quoi se composent tes lectures? Vraiment de tout. Il y a de tout. Je relis, il y a vraiment tout. Je peux relire du Balzac, je peux lire des livres qu'on avait lus au lycée mais avec lesquels j'avais pas accroché. Je lis beaucoup des livres américains, des livres africains aussi beaucoup. Vraiment, je lis de tout, tu vois, tous les genres. Je pense que là, c'est peut-être ces dernières années, je me suis peut-être plus tourné vers la littérature africaine. D'accord. Je pense, ces dernières années. Est-ce qu'il y a un élément qui a déclenché cela? Ou une lecture peut-être que je pense que ces derniers, moi qui, tu vois, je suis donc africaine, mais j'ai grandi en Occident. Et je pense que je me suis beaucoup rapproché. Alors, j'ai toujours baigné à 100% dans la culture africaine. Tu vois, j'ai allé chaque année. Mais je pense que c'est ces dernières, allez, je sais pas moi, 10, 12 ans que je me suis plus rapproché de ma culture africaine, tu vois. D'accord. Et donc, moi qui avais grandi sans lire beaucoup des livres africains, des classiques, tu vois, j'ai un peu fait ce travail de revenir en arrière et de refaire un peu, tu vois, bah, déjà les classiques et même là, ce qui se passe dans la littérature africaine, tu vois, de me plonger un peu plus dedans. Donc, ouais, je pense que j'ai un peu fait ce travail un peu de, tu vois, retourner. Donc, peut-être que ça, là, maintenant, peut-être qu'une grande partie de ce que je lis, c'est des livres africains. Tu vois, mais vraiment, je lis de tout. Et c'est vraiment, c'est-à-dire que je peux pas, même là, j'ai mon livre, je peux pas sortir de chez moi sans un livre, tu vois. Juste, je pense que j'exagère, hein, parce que, tu sais, des fois, j'ai 3 minutes de métro, je prends mon livre au cas où. Mais c'est vraiment, tu vois, les livres, c'est comme un doudou pour moi, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie et qui est vraiment, vraiment nécessaire. Et je vois ça m'aide beaucoup aussi quand je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone, comme, la majorité du temps. Mais tu vois, quand je lis un livre, c'est comme si ça me permettait de rééquilibrer un peu le tout, tu vois. C'est comme si t'as mangé un truc,
super fat et tu peux manger une salade après, tu vois. Et je trouve que le livre, je sens vraiment l'effet que ça fait sur mon cerveau de un peu, tu vois, de m'apaiser, de me rééquilibrer. C'est vraiment, ouais, c'est essentiel, quoi, pour moi, la lecture. C'est vraiment, ouais, super, super important. Et vraiment, après, comme tout le monde, je dis, je suis aussi tout le temps sur mon téléphone, je lis beaucoup moins qu'avant, mais ça a toujours été, tu vois, toujours super important, quoi. Et même quand je retrace, je pense, quand je repense à ma vie, je sais que peu importe où j'ai vécu, peu importe où j'étais, j'avais toujours, tu vois, il y avait toujours cet élément peut-être de la lecture, quoi. Peut-être un peu moins quand j'étais au collège, lycée, je pense. Peut-être un peu moins, où c'était moins cool de lire, j'avais moins le temps, tu vois. Mais je pense que il y avait toujours, ouais, ça a toujours fait partie de ma vie, la lecture. Ouais, c'est vraiment un élément. Oui, finalement, comme ta mère te lisait des livres déjà quand tu étais dans son ventre, tu n'as pas connu la vie sans les livres. Ouais, en fait. Et chez toi, il n'y a pas de télévision. Non. Ouais. Et je dois dire que la bibliothèque de ta mère, c'est l'une des bibliothèques les plus impressionnantes que j'ai vues. Ouais, elle a vraiment, ma mère, et je sais que dans toutes les maisons où est-ce qu'on a vécu, il y a toujours eu tu vois, toujours des bibliothèques partout. Là, je sais que ma mère, moi qui aime la lecture, ma mère à côté, ah ouais, elle, Oui. ah oui. Les livres, c'est vraiment, mais c'est toute sa vie, les livres, tu vois. Et pour ça, tout le monde lui dit qu'elle devrait écrire. Mais c'est depuis qu'elle est toute petite, les livres, c'est sa vie, quoi. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qu'elle m'a transmis. Ah, il faut que je fasse un épisode avec ta mère. Ouais, franchement, ah non, là, c'est. Absolument, ah ouais. que je fasse un épisode avec elle. Elle, c'est vraiment, c'est la librairie incarnée. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle aussi, ça on en parle souvent, maintenant elle souffre d'être beaucoup sur son téléphone, tu vois. Ah oui. Ouais, donc elle lit toujours, mais elle lit beaucoup moins. Tu vois, et je pense qu'on est tous un peu dans cette bataille de. Moi en tout cas, je vois tous ceux qui lisent, bah tous on est un peu victimes aussi des téléphones, et tu vois, de lire moins, et tu vois. Donc c'est quelque chose que je me bats pour continuer, mais tu vois, je vois à quel point le téléphone quand même a pris de la place sur ma lecture. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, les livres ont toujours fait partie de ma vie, tu vois, c'est vraiment. Ouais. Et je suis super reconnaissant envers ma mère de m'avoir transmis ça. Ça, c'est une grande chance. Ouais, là. vraiment. Ouais. Parce que je vois à quel point et je peux comprendre. Là, si je devais me mettre aujourd'hui, j'en vois, tu sais, qui, à mon âge, essaient de se mettre à la lecture, mais c'est dur, quoi. C'est dur. Ouais. C'est dur. C'est vraiment. Franchement, moi, des fois, je vois comment je dois faire l'effort, alors que j'adore lire. Je dois faire l'effort de poser mon téléphone pour me dire, je dois lire, tu vois, alors que j'adore, mais c'est un effort. Tu vois, c'est vraiment un effort que tu n'as pas à fournir quand tu regardes ta série, quand tu es sur ton téléphone. C'est quand même un effort, quoi, tu vois. Et donc, imagine celui qui a grandi avec le téléphone. Bah c'est ça. C'est ça, en fait. C'est comment je peux comprendre que tu n'aies aucune envie de faire cet effort, quoi. D'aller fatiguer ton cerveau. Donc, ouais, non, c'est une bataille. Mais en même temps, je trouve que ce que la lecture va te donner à ton cerveau, je vois pas, tu vois. Je sais pas. Ouais, franchement. Tu crées des mondes. Il y a l'équivalent nulle part. Mais oui, hein, je vois pas. Tu crées un monde, t'imagines ça genre, tu crées un monde, quoi. Tu crées un monde non, c'est fou. Avec un texte, tu crées un monde, tu imagines des gens, on peut lire le même livre, et toi-même, on va l'imaginer différemment, les personnages, on les verra différemment, c'est dingue, quoi, tu vois. C'est comme si, alors que la télé, c'est un travail qui est mâché, quoi. Oui. Tu es passif. Oui, c'est ça, tu es passif. Sur ton canapé et tu consommes. C'est ça, ouais. On te dit, le gars, c'est subjectif, mais il ressemble à ça et tout. Alors que dans la lecture, c'est toi qui imagines des mondes, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique, la lecture. D'ailleurs, la plupart des lecteurs sont souvent déçus lorsque le livre de leur enfance, le livre qu'ils ont aimé, a été adapté au cinéma. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de déception sur certains? Je pense, hein. Je sais pas si j'arrive en temps. Mais c'est sûr, parce que souvent, je sais pas si j'ai un exemple, là. Harry Potter? Harry Potter, alors, étonnamment, peut-être sur certains détails, parce que je suis une grande fan d'Harry Potter. Toujours, ça c'est un des livres avec lesquels j'ai grandi, tu vois. Oui. Donc depuis toujours, depuis, je pense que les premiers sont sortis quand j'étais en 6e, ou en tout cas j'ai commencé à moi lire en 6e. Mais ça a toujours fait partie, tu vois, année après année, je lisais le nouveau Harry Potter qui sortait, etc. Et je pense que c'est un des rares films dont là, je me suis reconnu aussi dans l'adaptation au cinéma. D'accord. Enfin, tu vois. Après, sur certains détails, c'est toujours moins complet. Et quand tu vois, t'as lu, il manque peut-être des trucs, mais quand même, je trouve qu'Harry Potter, ils sont restés assez, tu vois, fidèles avec les livres. Mais en même temps, Harry Potter, il sortait en même temps que les livres, tu vois, plus ou moins. Oui, ok. Donc, tu vois, il y a peut-être deux livres d'écart, mais après, tu vois, ils se rattrapaient entre les films et les livres. Donc, c'est comme s'ils avaient un peu co-créé. Mais, ouais, je sais pas si j'ai un exemple d'un film qui m'a déçu ou. Je sais qu'il y a ça, c'est une série, Normal People. C'est un livre comment on dit, irlandais. D'accord. Et ça, pour une fois, ils en ont fait une série et j'ai préféré la série au livre.
D'accord. Tu vois, ça c'est rare quand même dans ce sens. C'est vrai, ouais. dans ce sens-là, c'est plus rare. Ouais, ils en ont fait une série que j'ai adorée et le livre, ça va quoi. Alors que la série, je l'avais trouvé exceptionnelle. Okay. Mais je trouve que dans ce sens, c'est quand même plus rare que dans le sens inverse. C'est plus rare, enfin, c'est plus. Je suis plus souvent déçu par les adaptations du cinéma que par les livres, tu vois. Mais ce cas, ouais. Et tu parlais tout à l'heure de ta reconnexion avec la littérature africaine. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans cette même démarche-là, qui est d'origine africaine, qui a envie de se reconnecter avec ses racines et qui a envie de le faire à travers la littérature, est-ce que tu as certains livres qui t'ont marqué, que tu recommanderais à cette personne-là? Moi, ce que j'ai... Pour moi, c'est côté plus... Est-ce que c'est que Sénégal? Au début, je suis allée, tu sais, tu vois, à Dakar, là, tu vois les livres qu'on te vend, là? Oui, dans la rue. Voilà, dans la rue. Et ils vendent tous les mêmes, là, au début. T'as les... Oui. Il manque des pages. Des fois, tu arrives à la page 141, tu tournes, c'est 149, et puis tu as perdu 5 pages de l'histoire. Exactement. Oui, je connais ces livres-là. Moi, c'est par ça que je pense que j'étais à Dakar à l'époque et j'ai racheté. Donc, tu avais Une si longue lettre, Maïmouna. Mariam Abba. Non, il y a un autre. Ah, Maïmouna. D'Abdoulaye Sadji. Oui, voilà. Maïmouna. C'est quoi? Un truc avec Boy dedans. C'est peut-être. La vie dedans, Une vie de Boy. Voilà. De Ferdinand Oyuno. Voilà. Oui. Il y en a un autre. Dans le même, je sais plus, un autre qui. Enfin, je sais plus. L'enfant noir. Non. Ah, si, l'enfant noir, il en fait partie. Oui, en plus. Ouais, ça en fait partie. Donc, je suis allée et j'ai acheté tout ça, là. D'accord. Et donc, c'est eux qui m'ont replongé dans, tu vois, donc c'est plusieurs pays dans la littérature africaine, quoi. Sinon, après, littérature africaine plus moderne, ça, je trouve que ça, c'est un livre que je recommande souvent, parce que je trouve que c'est facile de s'y plonger. Chimamanda, Americana. Tu vois, ça, pour les temps modernes. Mais je trouve qu'il y a je vais souvent recommander une Chimamanda, pour les gens qui veulent se plonger dans la lecture et qui n'ont plus trop l'habitude, tu vois. D'accord. Parce que, ouais, je trouve que c'est plus simple à lire, oui. Ça demande moins d'efforts et c'est écrit de façon beaucoup plus moderne. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Parce que quelqu'un qui veut se replonger dans la lecture, déjà, je me dis, il faut commencer par un truc qui se lit facilement et tout. Et je trouve que je recommande souvent, l'autrice Chimamanda parce que je trouve que c'est facile à lire, quoi, tu vois. Et après, je trouve aussi que ces dernières années, là, t'as des autrices d'origine africaine, mais qui ont vécu aux États-Unis et qui, pour moi, écrivent très, très bien. D'accord. Ouais. Je trouve que celles qui ont un peu la formation à l'américaine, elles arrivent, je sais pas, je trouve qu'elles écrivent vraiment bien, quoi. Des Imbolombwe, il y en a une autre dont j'ai oublié, je me rappelle de ce livre, mais j'ai oublié le nom. Et je trouve qu'elles sont, je sais plus quoi. Est-ce qu'il y a Gazi rentre dans cette... Ah oui, c'est à elle que je pensais, c'est à elle. Parce que il y a Gazi qui a écrit No Home. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des livres que j'ai souvent recommandé. Ça, parce que tu vois, je trouve que c'est un livre extra. Ouais, hein. Et tu vois, donc t'as un côté un peu moderne, mais t'as un côté aussi toute ton ancestralité africaine, et tu vois, ça t'explique. Et ça, je trouve que c'est des livres, oui, c'est ça, les deux là, elles ont étudié aux États-Unis, et elles ont la formation un peu à l'américaine, donc je sais pas. Yagazi, je crois qu'elle est ghanéenne. Oui, c'est ça, elle est ghanéenne, ouais. Et l'autre, Imbolombwe, elle est camerounaise, mais elles ont fait le même genre d'école à l'américaine, tu vois. Et je sais pas, ils ont un truc, je trouve, avec la littérature, ils arrivent à l'américaine, je sais pas comment c'est un truc un peu de formatage, je sais pas, mais je trouve qu'elles écrivent de manière très simple et très, tu vois. Et en plus, alors je connais pas la camerounaise, mais pour Yagazi, elle a eu du succès dès son premier roman. Ouais, c'est ça. Ouais. Son premier roman, elle a eu un succès incroyable. Ouais. Et l'autre, c'était en même temps, à peu près, c'est en même temps. En tout cas, je les avais lus en même temps, mais tu vois, c'est le même genre, elles ont à peu près le même âge, même background. Et c'est ça, mais elles arrivent à, tu vois, à mettre des mots directement sur quelque chose et le rendre super intéressant. Mais oui, mais No Home, j'ai adoré. Ouais. Donc ouais, ces dernières années, je pense que ce genre de livre, là, ouais, c'est vraiment ce que je lis principalement, quoi. Je sais pas si c'est que ça me parle plus. Ouais, peut-être qu'il me parle un peu plus, où je me reconnais, tu vois, dans certains trucs. Je vais reconnaître ma famille, je vais reconnaître des... Tu vois, j'ai l'impression que c'est des livres auxquels j'arrive plus à m'identifier. D'accord. Ouais. D'accord. Parmi les livres qui t'ont beaucoup marqué, on a parlé du Petit Prince, tous les deux. Déjà, pourquoi un livre pour enfants? Pourquoi Le Petit Prince? Pour moi, c'est pas un livre pour enfants. D'accord, ouais. Ok. Vraiment, pour moi, Le Petit Prince, mais c'est ça, pour moi, il a l'apparence d'un livre pour enfants, mais c'est un livre qui est tellement philosophique, profond, parlant, que pour moi, c'est pas un livre pour enfants, quoi. Mais donc, Le Petit Prince, moi, je l'ai lu petite, et depuis, donc, en tant qu'enfant, mais c'était quand même un de mes livres préférés depuis petite, en fait. D'accord. Donc, mais je sais pas si à l'époque je le comprenais autant, tu vois. Oui. Pour moi, c'est vraiment un livre pour enfants, Un Petit Prince. Donc depuis petite, j'ai
plein d'éditions du Petit Prince, j'ai les carnets, des tasses, tu vois, depuis vraiment petite. Et en le relisant plus âgé, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est pas un livre pour enfants, tu vois. Oui. Non. Oui. Pour moi, c'est un livre qui est plein de messages, tu vois, c'est vraiment, je le relis très très souvent, et c'est comme si quand je le relis, c'est comme si ça me reconnecte un peu avec, tu vois, avec la vie. Je trouve qu'il est tellement profond. On parle de, tu vois, par exemple, tu vois, ils vont dire dedans que on ne voit bien qu'avec le cœur, l'invisible l'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible. Ça, c'est pas un livre d'enfant, ça. Ouais. Tu vois, et que même le fait que ça prenne l'apparence, pardon, d'un livre pour enfants, mais qu'en fait, il te repositionne toi, en tant qu'adulte, de comment tu vois le monde. Je sais pas si tu te rappelles, dans Le Petit Prince, là, tu sais, au début du Petit Prince, il montre... Un dessin. Oui, c'est ça. Un dessin avec un bois avec un boa avec un éléphant à l'intérieur. Et les adultes, ils voient un chapeau. Oui. Tous les adultes disent, mais non, c'est un chapeau. Ils montrent à tout le monde, c'est un chapeau. Et non, en fait, tu vois. Mais c'est... En fait, Le Petit Prince, c'est un beau rappel que... Déjà, faut pas trop se prendre au sérieux pour moi, tu vois. Dès que je le lis, c'est un beau rappel de, en fait, non, que t'es un adulte et tout, mais parce que tous ces adultes, ils sont tous, et même dans Du Prince, t'as plein de personnages qui sont super importants. Bien sûr. Tu vas avoir t'as un monsieur, lui, il compte les étoiles, je crois. Et donc. Oui, il y en a un qui compte les étoiles. Il y en a un, c'est un businessman. Il doit compter les chiffres. Oui. Il y en a un, il allume son réverbère. Oui, c'est ça. Et tu vois, toutes les minutes. Ouais. C'est des trucs qui, en fait, c'est nul. Il y a le vaniteux. Il y a le roi aussi. Ouais. Je crois que la première personne qu'il rencontre, c'est le roi, qui est tout seul, mais qui règne sur rien. Mais tu imagines à chaque fois l'absurdité des trucs, et ça te montre à quel point, en tant qu'humain, tu vas te prendre au sérieux, tu vas te dire que c'est tellement important pour des trucs qui, en fait, tu vois, quand tu prends un peu de recul, c'est pas si deep, en fait, tu vois. Et je trouve que Le Petit Prince, il me permet de prendre ce recul-là, tu vois, de prendre le recul sur ce qu'on fait en tant qu'humain, quand on est plongé dedans et on croit que c'est super important, alors qu'en fait, c'est pas si sérieux, quoi. Tu vois. Donc, je trouve que c'est vraiment un livre qui te permet de prendre du recul. Et en plus de ça, les messages, donc là, ce que je te disais sur l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça, c'est vraiment une phrase qui me parle, tu vois, profondément. Ouais. Et même dans les relations, tu vois, dans Le Petit Prince, par exemple, il a son renard, avec qui, tu vois, il tisse un lien. Il a sa rose, avec qui aussi il tisse un lien. Et tu vois, pour moi, c'est vraiment je trouve qu'il est exceptionnel pour moi, Le Petit Prince. On va en parler du renard, on va parler de la rose. Parlons d'abord du baobab. Okay, tu vois, si tu te rappelles, dans sa planète est petite. Oui, il y a et donc, il n'y a pas de la place pour que les baobabs poussent. Donc, il doit... je crois qu'il doit tailler les baobabs chaque jour, sinon les baobabs vont prendre de la place. Et tu vois, ça, je jure, ça, je pourrais pleurer. C'est trop beau. Et en fait, les baobabs sont des petites choses comme ça. Si tu n'en prends pas soin, ça va envahir ton univers. Est-ce que toi, en grandissant, tu as des éléments, des choses qui représentaient des baobabs pour toi, dont tu devais prendre soin, sinon ça venait détruire ton univers? Ouais, je pense que... jusqu'à présent, je pense que tout l'aspect... Et ça, la lecture aide à ça, moi, tu vois. Mais tout l'aspect... revenir à l'intérieur de soi, pour moi, c'est super important. Oui. Ouais, c'est vraiment... c'est essentiel à ma survie, tu vois. C'est vraiment... c'est des habitudes que j'ai au quotidien, mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment nécessaires pour que j'aille bien. Donc, dedans, t'as la lecture, t'as la méditation, l'écriture, la nature. Aller dehors en nature, c'est des trucs qui sont essentiels. Tu vois, c'est les choses dont je dois prendre soin, c'est mes baobabs, là, dont je dois prendre soin au quotidien, et qui me permettent de garder un équilibre dans ma vie. Ça, c'est les choses qui sont des non négociables, tu vois. De tous les jours, si possible, tous les jours, c'est des trucs que je dois faire et refaire et qui me permettent de rester ancré. Tu vois, c'est vraiment des choses qui sont essentielles pour moi. Et aussi, dans les autres choses dans lesquelles faire le ménage, tout ça, c'est aussi, pour moi, on a plein de couches, tu vois, de choses qui sont enfouies en nous, et faire le travail de les nettoyer, de les sortir, tu vois, vraiment comme tu trucs tes baobabs, c'est aussi essentiel pour moi. Donc, que ce soit aller voir une psy ou aller, tu vois, en tout cas, creuser aussi sur tout ce qu'on garde à l'intérieur, là. Tu vois, ça fait partie aussi des trucs qui sont essentiels à mon bien-être, tu vois. Donc, toi, tu n'as pas peur de l'introspection? Non, vraiment, c'est super important pour moi, l'introspection. Je suis tout le temps... En fait, c'est étonnant parce que c'est étonnant. Quand on me voit, tu vois, je suis là, excitée, je vais sortir, je vais danser, tout ça. Mais l'autre côté,
qui permet de garder pour moi cet équilibre, c'est vraiment l'introspection. D'accord. Donc tout le temps, tu vois, déjà j'écris beaucoup et pour moi je creuse, tu vois. Je vais voir ce qui se passe, je médite beaucoup, mais je retourne beaucoup à l'intérieur de moi. Avant tout, tu vois. Vraiment, c'est là que je puisse mon équilibre, mais toute ma force et tout ça, c'est que je suis tout le temps, j'ai pas peur d'aller voir les choses qui des fois sont douloureuses, que tu veux pas, que tu mets toute ta vie à cacher et à enfuir. Bah ça, j'ai compris en fait l'importance d'aller voir ce qui se passe là-dedans, tu vois. C'est comme si, moi j'ai souvent que c'est comme si, en fait, on a une cave et on met tout dans la cave. Les trucs qu'on veut pas voir, les trucs qu'on veut pas ressentir parce que ça fait trop mal. On a tout mis dans la cave, on a fermé la porte à clé. Mais le problème, c'est que cette cave, elle part nulle part, tu vois. Elle est là, et au contraire. Elle est là. Ouais. Elle grandit. Et au bout d'un moment, là, si tu l'ouvres pas, elle va sortir par force, tu vois. Pour moi, c'est des trucs qu'on enfuit, mais, donc, je trouve que d'ouvrir cette cave, ça peut faire mal, ça peut être difficile, mais c'est beaucoup plus facile que de devoir, avoir la cave qui explose des années plus tard, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment au quotidien, quoi. D'accord. Mais ça a été, c'est pas toujours facile, quoi. Tu vois, ça a été, je pense, il y a des moments, c'était dur, il y a des trucs que tu veux pas sortir, il y a des trucs et ton cerveau met tout en place pour que tu n'ouvres pas cette cave, tu vois. Donc, donc c'est dur, mais ça, tu te sens tellement mieux quand tu l'ouvres, en fait. Tu vois, donc ça, tout ça, là, c'est des trucs, c'est mes baobabs que je dois tailler au quotidien. Oui. Ouais. Mais j'ai vraiment compris l'importance et les bienfaits que j'en tire quand je le fais. D'accord. Donc maintenant, c'est devenu c'est des automatismes. Tu vois, c'est plus du tout un truc de je dois m'asseoir et réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, ça se fait beaucoup plus naturellement. Ouais, c'est une seconde nature. Ouais. C'est devenu une seconde nature pour toi. Ouais. Vraiment, maintenant, c'est devenu. C'est parce que ça fait des années que tu fais ce travail d'introspection. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça fait vraiment des années et souvent, tu vois, quand je vais dire aux gens de le faire, je sais à quel point c'est dur de le faire. Tu vois, c'est vraiment, je minimise pas du tout que c'est trop dur, quoi. C'est vraiment, on n'a pas envie. Et je te jure, notre cerveau fait tout pour qu'on le fasse pas. Tout. Donc, je comprends à 200% comment c'est, tu vois. Mais c'est vraiment nécessaire. Et il y a un truc en anglais, on dit the only way out is through. Donc en fait, c'est que, et malheureusement, c'est vrai. On a beau essayer on masque, on fait autre chose, on fuit, mais en fait, ça va nulle part. Tant qu'on n'a pas ouvert, c'est dur et tout, c'est dur, mais ça fait tellement du bien. Et ouais, je pense que c'est vraiment nécessaire. Je recommande, je fatigue tout le monde autour de moi avec ça, tout le temps, tu vois. Et c'est vraiment, je comprends à quel point c'est dur, mais c'est nécessaire en fait. Et pour moi, la vie, le corps, tout va finir par te rappeler que tu n'as pas pris soin de tes baobabs et après ta planète elle est envahie tu vois. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire, quoi, pour moi. Parlons de l'histoire de la rose et du renard. Alors, j'aimerais bien savoir ce que cette histoire t'inspire. Moi, je l'ai trouvé assez intéressante dans le livre. Donc, le petit prince, dans sa planète, il a une rose qui est unique dans sa planète, donc dont il prend soin. Il aime beaucoup sa planète. Il aime beaucoup sa rose parce que sa rose est unique. Jusqu'au jour où il arrive sur Terre. Donc, avant d'arriver sur Terre, il parcourt plusieurs planètes. Il arrive sur Terre et il découvre qu'il y a énormément de roses sur Terre. Et ça l'a rendu beaucoup triste de savoir que sa rose qu'il aimait tant n'est pas si unique que ça, jusqu'au jour où il rencontre le renard. Et le renard lui dit cette phrase, il lui dit que en fait, tu as tort de penser que ta rose n'est pas unique, ta rose est bien unique parce que tu as appris à l'apprivoiser. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as pu rendre uniques dans ta vie parce que tu les as apprivoisées? Et plus globalement, qu'est-ce que t'inspire en fait de l'histoire de la rose du Petit Prince? Tu vois, le Petit Prince, ça me touche tellement. Je te jure que je pourrais pleurer là. Parce que je trouve ça tellement, tu vois, c'est tout simple. On parle, mais c'est tellement. C'est vrai. Ça me touche vraiment. Et je me rappelle que le renard, il lui dit, je crois qu'il lui dit aussi, le Petit Prince, il dit que par exemple, moi, je pourrais plus regarder le blé de la même façon, je pense, parce que il me rappellera toujours tes cheveux. Oui. Tu vois, et c'est ce même truc de. Ça, c'est à la fin, quand le Petit Prince quitte le renard, n'est-ce pas? Non? Si, c'est ça. Voilà, quand ils disent au revoir, le Petit Prince, le renard lui dit qu'en fait, dorénavant, lui, il sera toujours avec lui parce que dès qu'il regardera le blé, par exemple, il reverra les cheveux du Petit Prince et il pensera à lui, quoi. Alors, des choses qui m'ont... Que tu as apprivoisé ou qui t'ont apprivoisé. Ouais, hein. Bah, je pense que... Bon, moi, en tout cas, ça me fait penser aux relations autour de moi. Tu vois, que ce soit des relations amicales, amoureuses, peu importe comment ça s'est fini, tu vois, des relations familiales. Mais pour moi, c'est vraiment
je vois comment dans chaque personne, une personne que tu connaissais pas, tu as commencé ta vie sans elle, mais comment à jamais vous êtes liés parce que tu l'as apprivoisé, tu vois. Peu importe le temps que ça a duré, des fois, même en amitié, tu vas l'apprivoiser à un certain moment et après vos chemins vont se séparer, mais je pense qu'à vie, il y a toujours quelque chose qui va te rappeler quelqu'un, tu vois. T'as toujours quelque chose un souvenir, quelque chose, une odeur qui, pour moi, tu l'as apprivoisé, tu l'associes à quelqu'un, tu vois, à jamais. Et pour moi, ça, c'est des trucs qui vont jamais, qui sont en toi à jamais, en fait, tu vois. C'est vraiment, que ce soit un souvenir, que ce soit, un souvenir matériel ou un souvenir même, tu vois, mental, mais il est en toi à jamais, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi désormais. Et pour moi, je pense que je comparerais ça à des relations humaines. Donc, ce soit, tu vois, ça, elles peuvent prendre toute ampleur. Des fois, c'est des relations qui n'ont presque pas compté, mais qui restent en toi à jamais aussi, des souvenirs qui reviennent toujours. Donc, pour moi, c'est quelque chose que tu as apprivoisé, qui à la base était insignifiant, quelqu'un que tu as apprivoisé, mais qui, du coup, reste en toi à jamais. Peu importe, même si des fois, c'est des souvenirs négatifs qui reviennent, mais c'est quelqu'un qui t'habite, en fait, en quelque sorte, tu vois. Et ça, cette histoire de la rose, du renard, elle me touche, mais particulièrement parce que ça te montre comment tu es unique pour quelqu'un, et vice-versa, tu vois, mais tu es unique à 100% pour quelqu'un, et ça montre à quel point il y a 10 000 roses sur Terre, mais tu seras toujours spécial aux yeux de quelqu'un, tu vois. T'as toujours ce petit truc qui fait que toi, t'es unique, et c'est vraiment beau. Mais oui, mais c'est trop, mais c'est magnifique, franchement, le Petit Prince, pour moi, c'est incroyable, c'est vraiment pas un livre d'enfant, tu vois. En fait, t'as tellement de petits messages cachés, et en plus, tu vois, pour moi, c'est des messages qui sont, comment dire, tu pourrais les regarder et te dire que c'est des trucs, bah oui, c'est une évidence, c'est basique, mais d'arriver à les dire de manière si simple, d'arriver à mettre des mots dessus, et tu vois, c'est un langage universel, quoi. C'est pour ça que je te dis, quand tu me dis des extraits du Petit Prince, ça me parle vraiment en plein cœur, tu vois. Et je sais qu'on peut tous se reconnaître dedans, dans 1000 situations différentes, mais c'est, voilà. Et pour moi, c'est ça la magie d'un livre. La magie d'un livre, c'est qu'il arrive à te toucher. On va peut-être comprendre les grandes lignes de la même manière, mais on va chacun y associer un souvenir différent. On va chacun, tu vois, avoir un petit twist de ce que ça veut dire, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment magique. D'ailleurs, parlons d'un livre qui, pour le coup, ressemble beaucoup au Petit Prince, c'est L'Alchimiste. Il y a une notion qui est centrale dans L'Alchimiste, c'est la notion de légende personnelle. Alors, il dit dans le livre que la légende personnelle, c'est ce que tu as toujours souhaité faire, chacun de nous, en sa prime jeunesse, c'est quelle est sa légende personnelle. Donc, la question que j'ai pour toi, tu la vois venir, c'est quelle est ta légende personnelle et où en es-tu de l'accomplissement de ta légende personnelle. Ah ouais. Pour moi, je sais pas si je saurais la définir exactement, mais elle est vraiment liée à raconter des histoires et utiliser ce lien ou la facilité que j'ai de connecter avec les gens. Et ça, c'est vraiment, je pense, depuis petite, c'est vers ça que je me dirige un peu, tu vois. J'ai l'impression que depuis, tu vois, bon, plus jeune, après mes études, peut-être que je cherchais un peu, mais j'ai eu comme un moment, c'était en 2014, j'ai eu un moment où j'ai eu mon aha moment de genre, oh, j'ai compris exactement ce que je veux faire. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était vraiment ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Mais dans ma tête, je me rappelle, j'étais dans un avion, mais c'est comme si j'ai compris, ok, ce que je veux faire, c'est arriver à faire les gens sourire, tu vois. Arriver à connecter avec les gens et les faire sourire. Et par quoi je voulais passer, c'est par les médias. Tu vois, donc ça, ça date, mais pour moi, c'était vraiment le moment où je me suis dit, voilà pourquoi je suis venu sur Terre, tu vois. C'est vraiment, c'est utiliser cette facilité de connecter avec les gens pour, tu vois, les faire s'ouvrir, les faire parler d'eux, les faire, tu vois, les faire communiquer sur qui ils sont et aussi leur transmettre, tu vois, de la joie, etc. C'est vraiment mon ikigai d'utiliser mes capacités personnelles, mes intérêts pour peut-être faire du bien un peu dans le monde, tu vois. Donc moi, pour moi, ma légende personnelle, et quand je regarde, tu vois, quand je refais le film de ma vie, c'est comme si tous les éléments, tu vois, que ce soit où est-ce que j'ai grandi, que ce soit ma personnalité, que ce soit mes intérêts, c'est comme si tout, tu vois, tout s'explique, tout a du sens, et parce que j'allais vers ce
Alors pour moi, je suis pas encore arrivé où je veux être, mais en tout cas, dans le métier dans lequel je suis aujourd'hui, et ce que je fais, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être dans ma légende personnelle, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être aligné avec qui je suis, avec ce que je veux faire, tu vois. Alors, je suis pas du tout, j'ai l'impression, arrivé encore où je veux être. Je sais pas si je sais même pas s'il y a une, tu vois. Il y a une destination. Ouais, je sais pas s'il y a une destination. Comme dans le livre, tu vois, dans la chimie, justement, finalement, c'est pas tant le trésor, là, que tu cherches à la fin, c'est pas un truc, ok, je suis arrivé, mais c'est vraiment, c'est tout ce parcours, tu vois. Ouais. Le chemin qui est plus important que la destination. Trop. Et avec du recul, je vois à quel point le chemin a du sens, tu vois. Je vois à quel point tous les échecs, tous les trucs qui, tu penses n'ont pas marché, en fait, c'était pour cette légende, c'était nécessaire à ta légende personnelle, tu vois. C'était vraiment des éléments qui te façonnent celle que tu es aujourd'hui, tu vois. Alors, c'est intéressant que tu me parles justement de ce chemin et de ces échecs. Lorsque Santiago, dans le livre, il rencontre le roi de Salé, je crois que c'est Salé ou Salem, le roi de Salem. Le roi lui dit qu'il va réapparaître à chaque fois qu'il sera proche d'abandonner sa légende personnelle. Ouais. Est-ce que toi, il y a eu des moments où tu as été proche d'abandonner ta légende personnelle? Qu'est-ce qui représentait le roi de Salem pour toi? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir et de ne pas abandonner ta légende personnelle? Waouh. En fait, c'est un podcast sur la... En fait, waouh. Tu peux penser à des difficultés que tu as eues dans ton chemin qui t'ont fait peut-être questionner ce que tu voulais faire, ou alors tu peux totalement me dire qu'en fait tu n'as jamais douté à aucun moment. Si, ouais, j'ai douté. Je sais qu'un des moments, et je croyais même que c'est ce que tu allais me demander, mais non, mais un des moments qui a pour moi, qui a beaucoup joué et qui a un exemple de ça dans la légende personnelle, c'est quand j'ai déménagé au Sénégal il y a quelques années. Parce que moi, j'avais tout un plan de déménager au Sénégal, ouvrir une boîte de prod, qui est un plan avec du recul, je pense, n'était pas très réaliste. Pourquoi? Mais, Pourquoi? Parce que j'étais pas prête, je pense. D'accord. Tu vois, j'avais plein d'idées de faire-ci comme ça, mais dans la réalité, j'étais pas prête, tu vois. Ça, et ensuite, c'était un marché aussi compliqué. Tu vois, donc, un marché compliqué que j'étais pas prête à affronter aussi, en plus, tu vois, que je maîtrisais pas. Mais dans ma tête, j'avais ce plan de ma vie, voilà, je vais faire ça, il y a tel... Tu vois, tu fais tout ton plan... j'avais vraiment la carte était tracée, il faut que je passe par-ci, là je vais rentrer, ça va se passer comme ça. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça n'a pas marché du tout. Tu vois, ça n'a pas marché, donc j'ai tenu 2 ans et ensuite je suis revenu vivre en France. D'accord. Donc en soi, techniquement, c'est un échec, tu vois. Mais en fait, je vois comment ça a été une richesse en fait dans ma vie, tu vois. Bien sûr. Ouais. Comment c'était nécessaire et comment c'est vraiment ça qui m'a amené où je suis aujourd'hui, tu vois. Comment sans cet échec, j'aurais jamais accompli ce que j'ai accompli les années d'après, tu vois. Donc comment en fait cet échec, c'était douloureux et tout, mais c'était nécessaire à mon parcours, tu vois. C'était vraiment ouais. C'était, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois, tu vois. Et c'était donc dans ces moments-là quand même, j'ai souvent perdu espoir, tu vois. C'est-à-dire que c'était dur d'y croire encore, de dire que ça va aller, quoi. Je pense qu'il y a des fois des moments c'est avec du recul que je me dis, mais Dieu merci que ça soit passé comme ça. Bien sûr. Mais sur le coup, quand même, c'est pas ça qui ressort, tu vois. Sur le coup, tu te dis, mince, c'est un échec, ça n'a pas marché pour telle et telle raison. Mais avec du recul, c'était vraiment, ça faisait partie du chemin et c'était nécessaire, tu vois. C'est ça qui m'a fait qu'après, je suis rentré, que j'ai eu tel travail, que j'ai eu, tu vois. Et quand je vois le nombre de portes et d'opportunités que ça a ouvert dans ma vie après, je vois que c'était vraiment, ça faisait partie du chemin, quoi. Est-ce que sur le moment, tu arrivais à intellectualiser justement ce que tu es en train de dire, que l'obstacle auquel tu es en train de faire face, justement, c'est le chemin, c'est ça qui va te permettre d'accomplir ta légende personnelle, ou est-ce que c'est une réflexion que tu es capable d'avoir surtout a posteriori? Ouais. Je pense que justement, cette période de ma vie m'a tellement transformé que maintenant j'en suis capable. D'accord. Mais qu'à l'époque, j'en étais pas forcément capable, tu vois. Je sais que maintenant, c'est comme si ça a beaucoup changé mon mindset par rapport à ça. C'est pour ça que tu as vu, à chaque fois je dis échec, je le dis maintenant entre guillemets. Parce que pour moi, c'était à l'époque, j'avais peut-être plus de mal à avoir ce recul. Et maintenant, tu vois, maintenant, je pense que ça m'a tellement transformé que j'arrive à voir la vie avec ce recul. Alors de base, comme je suis optimiste, ça veut dire que même quand il y a eu cet échec, j'étais quand même, tu vois, j'arrive à me relever assez facilement. Tu vois, me relever, ça veut dire, ok, c'est pas grave, on recommence, mais quand même, tu vois, ça m'avait quand même cassé. Tu vois, donc après, facilement, c'est pas comme si j'ai perdu espoir en la vie, tu vois, je me suis relevé assez facilement, mais quand même, je l'avais vécu comme un échec.
Alors que maintenant, tu vois, mon mindset a changé, je vois plus vraiment les choses comme ça, je les vois plus comme un échec, tu vois, je les vois comme, tu vois, mais ça m'a beaucoup, ça a beaucoup fortifié ma foi en l'univers, tu vois. D'accord. Vraiment, ouais. C'est-à-dire qu'un livre comme L'Alchimiste, pour moi, après une période comme ça, je le vois avec, je l'ai relu il y a quelques années, après tout ça, et c'est comme si je le percevais différemment. Maintenant, je vois à quel point, en fait, c'est comme si j'arrive à prendre du recul sur, tu vois, sur cette légende. Donc, je comprends qu'il y a des trucs qui apparaissent comme des échecs, comme dans le livre. Tu vois, il va se faire voler, il a tel truc, tu vois, c'est des drames. Mais en fait, c'était nécessaire parce que ça fait partie du chemin, quoi. Tu vois, D'ailleurs, est-ce que tu penses que ce mindset que tu as réussi à développer à partir de ces échecs, est-ce que ce sont des choses qu'on est capable d'apprendre sans passer par l'épreuve? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que des fois, ça, c'est un peu en contradiction avec qui je suis, parce que moi, je suis toujours à voir le positif, c'est bien, ça va bien se passer. Mais en même temps, quand je repense à ma vie, je sais qu'il y a beaucoup des leçons que j'ai apprises qui ont dû passer par des moments difficiles, tu vois. Et je crois, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais que des fois, c'est avec les moments durs qu'on s'en rend vraiment compte, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup des leçons que j'ai réussi à intégrer dans ma vie, elles sont accompagnées d'un passage, tu sais, d'un passage difficile, d'un passage à vide, mais j'ai l'impression que c'est peut-être nécessaire pour vraiment, ouais. Oui, moi, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il y a des leçons qu'on ne peut pas enseigner. Ouais. Il faut juste les vivre. Ouais, vraiment. Et on a beau te prévenir, on a beau te dire, mais c'est ça, faut que tu le vives. Mais une fois que tu les as vécus, après, donc, la vie est pleine de surprises. Hein. Je pense que j'aurai d'autres leçons dans ma vie, j'aurai d'autres moments difficiles. Mais, je sais pas, je trouve que ces dernières années, là, on va dire, tout ça, c'était peut-être il y a 5-6 ans. Mais mon mindset, il a vraiment changé, quoi, tu vois. D'accord. Et maintenant, ouais, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus, je suis toujours consciente qu'il y aura des moments, tu vois. La vie, c'est des vagues, donc c'est des hauts, c'est des bas, ça, c'est inévitable. Bien sûr. Mais je les vis avec beaucoup plus de, je sais pas, je suis plus apaisé, j'ai plus de recul et encore plus d'optimisme, tu vois, finalement, dans le, ouais. Donc, mon roi de Salem, là, comme ça, maintenant, c'est comme si, tu vois, je l'ai toujours un peu en moi. Oui. Tu vois, j'ai toujours, tu vois, ouais. Donc, maintenant, tu sais évoquer le roi de Salem en toi. Oui, j'ai l'impression quand tu es dans ces moments-là. Ouais. Maintenant, moi, tu sais, ce qui est un truc, alors c'est tout bête, je sais même pas si je vais réussir à te le décrire. Tu vois, quand il y a un peu de soleil, par exemple, là, il y a pas assez de soleil, mais tu vas avoir des petites particules, là, tu sais, tu vois, un peu genre je sais pas si c'est de la poussière, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, ça, c'est tout bête, mais ça, c'est vraiment, quand je sais pas, un jour, j'étais assise, je sais plus dans quelle période de ma vie, et je regardais ça, je les ai vues comme ça, là, qui volent, elles se touchent pas, elles sont là, ça truc, mais depuis, les particules, c'est vraiment tout bête, hein, mais ça, c'est comme mon roi de Salem. Ça veut dire que, c'est comme si quand je les vois, ça me rappelle que tout va aller, tu vois. D'accord, ça te replonge dans cet instant dans lequel tu étais quand tu as ouais, ce moment alors je sais pas si tu étais en train de méditer ou tu étais juste en train de réfléchir sur quelque chose. Ouais, ça me plonge dans un état un peu, tu vois, un peu je sais pas, c'est abstrait, hein, mais ça me replonge dans un état un peu plus lointain, ça me permet de prendre du recul. Et tu vois, c'est comme si, je sais pas, ça m'apaise, je me dis que ça va aller, tu vois, et j'arrive à retrouver facilement ce truc en moi, tu vois. Mais après, en parallèle, tout ce que je te disais, pour toujours nettoyer mes forêts de baobab, bah, ça joue, tu vois, aussi ouais. Donc le ménage, exactement. La méditation, ouais, tout ça, là, le sport. Ouais, c'est des trucs qui me permettent de rester dans cet état de, je sais pas, prendre du recul. Et aussi, je pense que le fait de grandir, tu vois, ouais, le fait de grandir aussi, ça me permet de comprendre des trucs qu'on me disait à l'époque que je voulais pas comprendre, mais des trucs que maintenant j'ai vécu, j'ai ce recul pour parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas s'enseigner. Non, en fait, on a beau te dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible, en fait, on a beau te le dire, parce que moi on m'avait prévenu de toutes les manières, ça va se passer comme ci, comme ça, mais tant que tu l'as pas vécu, en fait, c'est pas la peine. D'ailleurs, le livre parle beaucoup de Mektoub. Oui. Qu'est-ce que le Mektoub veut dire pour toi? Bah moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Il y a beaucoup de choses, tu vois, pour moi, c'est que c'est écrit. En fait, le Mektoub, c'est que ce qui est pour toi est pour toi. Donc, et ça, pour moi, ça, dans le travail, dans les relations, dans la vie, je me dis qu'en fait, il n'y a pas de rendez-vous raté. Tu vois, tu peux pas rater quelque chose qui est pour toi. Et ça, c'est pour ça que aussi, ça m'a beaucoup parlé dans le livre. Pour moi, c'est que tu as ton chemin, en fait, qui est un peu tracé, et chaque rendez-vous raté, il y a pas de tu vois, chaque rendez-vous que tu penses avoir raté, il est nécessaire pour que tu ailles à la prochaine étape. Mais le Mektoub, c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup. Tu vois. Et moi, la question que je me pose toujours sur ce sujet-là, c'est du coup, quelle est la part de ton libre arbitre là-dedans? C'est-à-dire, à quel moment tu te dis, bon, c'est le Mektoub, c'est écrit, à quel moment tu te dis,
Bah, toi, par exemple, à quel moment tu te dis, bon, là, c'est quand même un peu de ma faute, j'aurais dû faire ça autrement. Comment tu fais pour t'en sortir après une épreuve en te disant quelle est la part de Mektoub là-dedans et quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Ouais. Alors pour moi, déjà, faut faire attention c'est le Mektoub, mais c'est aussi, faut quand même prendre, tu vois, c'est pas genre, c'est pas moi, c'est le, tu vois, c'est le Mektoub. Mais pour moi, je me dis que tu fais ce que tu peux, tu vois, tu fais ce que tu peux, t'essayes, donc j'essaie toujours de donner mon maximum, mais des fois, tu vois, c'est plus grand que toi. Mais si tu sais que toi, t'as toujours fait ce que tu pouvais, et En fait, tu es en train de décrire la philosophie stoïcienne. Ouais, toi, décrire vraiment la philosophie stoïcienne, c'est que le monde est divisé en deux domaines, en deux choses. Les choses qui sont en ton contrôle et les choses qui ne sont pas en ton contrôle. Donc, les choses que tu contrôles, les choses que tu ne contrôles pas. Et donc, en fait, la philosophie stoïcienne veut que, en fait, tu te concentres uniquement sur les choses que tu contrôles. Ouais. Non, peut-être que je suis une stoïque camouflée. Oui. Tu vois. Oui, tu devrais t'intéresser aux travaux des stoïques. C'est vrai que parce que ce que tu es en train de me décrire tout à l'heure, c'est vraiment à ça que je pense lorsque je pense à la philosophie stoïcienne. Okay. Et dans cette philosophie, comment ça se passe quand... Donc là, on va dire que tu as fait ce qui n'est pas en ton contrôle. C'est quoi? Ça veut dire qu'après tu peux pas le contrôler en fait. Ah. Juste bon, tu peux le acknowledge, mais en fait, ça ne sert à rien de t'embêter pour les choses qui ne sont pas en ton contrôle. Ouais, non, ça c'est vraiment... Ça me parle beaucoup, ouais. C'est vrai que en général, je vais pas stresser pour beaucoup... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, tu fais ce que tu peux, mais bon, il y a beaucoup de choses que tu peux pas contrôler. Mais le Mektoub, pour moi, c'est vraiment... Je me dis, tu essayes. Et pour moi, dans ce qui est écrit, il y a quand même le fait que tu as essayé, tu vois. Il y a le fait que tu as tout donné, mais en fait, t'aurais pu donner plus, mais c'était pas pour toi, par exemple. En fait, donc... Si tu t'es préparé pour aller à Sunday Groove et tu voulais turn up et qu'il se trouve qu'il pleut et c'est annulé, bah tu peux rien. Exactement ça, mais bon. Bon, on va parler d'amour. Lorsqu'on regarde ton travail avec Brut, on se rend compte que c'est l'un des sujets qui t'intéresse particulièrement. Pour quelqu'un comme toi qui est parti dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, pour demander aux gens comment on trouve l'amour. Donc moi, j'ai envie de te poser la question, comment on trouve l'amour en 2025? Ah, très bonne question. Je ne saurais te répondre pour l'instant. Ouais, je sais pas. Non, plus globalement, en fait, qu'est-ce que tous ces voyages t'ont appris sur l'amour? Bah, je sais pas. J'ai l'impression que plus je creuse le sujet, alors, il y a des choses qui vont revenir, tu vois, des spécificités culturelles ou des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que pour tous, en fait, le truc général, c'est que ça reste très, très, très personnel, tu vois. D'accord. Je pensais, parce que c'est ça, moi, j'allais demander dans tel pays comment on trouve l'amour là-bas, c'est quoi comment on trouve l'amour ici, comment on rompt dans tel pays. Mais en fait, je me rends compte que chaque histoire est vraiment quand même très 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 différente. Je sais pas si tu vois. Donc il y a je peux créer des catégories, tu vois, je vais dire dans tel pays il y a la polygamie, dans tel pays on va rompre de telle manière. Mais en parlant avec les gens, à chaque fois ils me racontent un peu leurs histoires, et même quand on arrête de filmer, on va parler, c'est que chacun vit son histoire d'amour de manière tellement différente et tellement personnelle que c'est dur à mettre dans une case. Je sais pas si ça te parle. En fait, c'est que il y a des grandes cases, certes, mais en fait, c'est que vraiment chaque histoire est complètement différente d'une autre. Et ça, je le ressens vraiment quand je vais parler aux gens, quand, tu vois, ils rentrent un peu plus dans leurs détails, et chacun le vit de manière, tu vois, passionnée. Mais en fait, chaque histoire est unique, tu vois. Je sais pas si tu... Oui, ça me parle, mais alors, j'ai envie de te demander, ok, je comprends le fait que chaque histoire soit spéciale, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de maximiser ses chances pour trouver l'amour dans le marché aujourd'hui, est-ce que il y a des choses que tu as appris qui pourraient aider quelqu'un, des choses que tu as apprises qui pourraient aider quelqu'un aujourd'hui à maximiser ses chances pour trouver l'amour en 2025? Là, franchement, Tu peux là, sortir ton joker. Ah ouais, là, joker fort. J'aimerais bien, hein, s'il y avait quelque chose, je te dirais, mais là, vraiment, non, là, c'est... On va rester sur le thème de l'amour,
dans l'alchimiste, justement, à un moment donné, le personnage de Santiago rencontre le vieillard, et le vieillard lui parle de la différence entre le berger et le marchand de popcorn. Donc, il lui explique que le berger, parce qu'à ce moment-là, Santiago était intéressé par une fille, et il était avec le vieillard, ils étaient en train d'observer un marchand de popcorn. Il lui dit, regarde, les bergers, ce sont des gens qui sont rêveurs, qui partent à l'aventure, mais qui n'ont pas de toit. Donc, ce sont des gens qui sont dans des situations plus ou moins instables. À l'inverse, le marchand de popcorn que tu es en train de regarder, c'est quelqu'un qui a un toit, qui a une vie stable, qui gagne de l'argent de façon constante, de façon régulière. Et le vieillard conclut en lui disant que les gens préfèrent marier leur fille à des marchands de popcorn plutôt qu'à des bergers. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un marchand de popcorn a plus de chances de réussir un amour qu'un berger? Je sais pas, parce que moi, par exemple, un berger m'intéresserait plus qu'un marchand de popcorn, je pense. D'accord. Tu vois? Et moi, je me considère... Tu aimes l'aventure, tu aimes le risque. Ouais. S'il n'a pas de toi, c'est pas grave. Non, bon quand même. Les bergers n'ont pas de toi. Non, bon, ok, ouais, peut-être, quand même, ça, c'est... Ah ouais, ça c'est... Non, c'est vrai, bon, c'est vrai que, tu vois, en théorie, c'est bien, mais quand même, vu comme ça... C'est difficile de trouver son équilibre là-dedans. Oui, vu comme ça, peut-être plutôt le marchand de popcorn. Mais moi, tu vois, je me considère un peu comme... Après, c'est le sans toi qui me fait un peu peur, mais moi, je suis plus du côté peut-être berger. Maintenant, avec l'âge, tu vois, c'est peut-être que tu vois, ça change un peu. Mais ce côté, tu vois, aventure, bouger, c'est quand même, ça fait partie de mon essence, tu vois. Oui. Donc, je pense que c'est quelque chose. Mais d'ailleurs, que je vais chercher. Peut-être que dans la vie, on n'est pas intéressé par le même type à toutes les époques de notre vie. Complètement. Peut-être qu'il y a des époques où tu es intéressé par un berger. Bon, toi, apparemment, même jusqu'à aujourd'hui. Non, s'il n'a pas de toi, c'est pas. On a qu'à aller chez le marchand de popcorn. Oui, c'est ça, c'est vrai. Tu vois, même quand tu posais le truc, en même temps, peut-être que moi, il y a quelques années, mais là, quand même, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer vers, tu vois, plus de. Vers plus, marchand de oui, popcorn. plus marchand de popcorn. Et si je regarde le marché en général, je pense que. Après, je sais pas, je vais pas parler pour toutes les femmes, mais j'ai l'impression que avec l'âge et en grandissant, c'est comme si tu mets, tu vois, la jauge bascule un peu du côté de peut-être plus de stabilité. Donc, les marchands de popcorn, en fait, ils doivent juste faire preuve de patience. Ouais, peut-être patience, chance un peu, mais oui, peut-être que avec le temps, c'est vrai que je pense, si on regarde même objectivement, j'ai l'impression que ce serait ça. Je sais pas, je me dirais que ce serait ça la réponse collective, non? Tu vois, avec l'âge, tu te dis que, ok, plus de stabilité, plus de se poser. Mais en même temps aussi, un berger, tu vois. Mais oui, je pense que, tu vois, ma réponse initiale, c'était plutôt, ouais, l'aventure, le berger, tout ça, le fun. Mais après, quand ouais, peut-être qu'en grandissant, c'est peut-être plus vers un marchand de popcorn, vers plus de stabilité, tu vois, peut-être plus posé. Mais après, peut-être qu'avec le marchand de popcorn aussi, finalement, on s'ennuie, tu vois. Donc, je sais pas. Parlons maintenant d'un livre qui parle beaucoup d'amour aussi. C'est Americana, tu en as parlé tout à l'heure de Chimamanda. Dans Americana, elle dit quelque chose de très intéressant. On en a déjà parlé tous les deux, il me semble. Il dit que quand il est arrivé aux États-Unis, enfin le personnage, Ifemelu, elle dit que quand elle est arrivée aux États-Unis, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à être noire. Et comme si finalement sa personnalité se construisait dans le regard des autres. Pour toi, quelqu'un qui a beaucoup voyagé, tu as vécu dans beaucoup de pays, est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté? À partir de quel moment tu as commencé à être noir? Je sais que parce que j'ai vécu aux États-Unis et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai lu en plus Americana. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je trouve qu'être noir... donc moi j'ai grandi bon, j'ai vécu au Canada petite, mais sinon j'ai grandi entre la France et la Suisse, mais tu vois, côté plus Europe. D'accord. Mais je trouve que le fait d'être noir aux États-Unis, je l'ai vécu c'est très différent, tu vois, d'être noir un peu en Europe. Et je trouve qu'aux États-Unis, on me considérait plus comme une noire là-bas. Je sais pas si, tu vois, c'est quelque chose qui m'a plus...
qui m'a plus frappé aux États-Unis. D'accord. Ouais. Donc, ton expérience en tant que noir a été plus ressentie aux États-Unis qu'en Europe. Ouais, je trouve, ouais. Plus que, ouais. Après, en Europe, j'étais en France, j'étais en Suisse, j'étais dans des environnements peut-être plus internationaux, de par mon école, de tout ça. Mais je trouve qu'aux États-Unis, c'était plus, la case des noirs américains, tu vois, auquel, du coup, j'étais pas vraiment, mais je l'ai beaucoup plus ressenti là-bas, tu vois. Alors moi, parce qu'en étant africaine, pas américaine, ça veut dire que le fait d'être noir, tu n'es pas noir américain, tu n'es pas non plus, africain, pour eux, ça leur parle pas trop. Mais donc, c'est comme si on essayait de me mettre dans une case, mais dans laquelle je n'étais pas vraiment, tu vois. Et ça, je l'ai ressenti très fort aux États-Unis. Et je trouve qu'aussi après, quand je suis allée vivre, parce que moi qui ai grandi en Occident, j'avais toujours l'habitude d'être quand même noir, mais en minorité. Tu vois, et quand je suis allée m'installer au Sénégal, et que je suis revenue en France, là, je l'ai beaucoup plus senti, le fait d'être noir. Tu vois, c'est comme si j'avais plus vécu En fait, c'est comme si je suis reparti dans un endroit où j'étais la majorité. Tu vois, donc quand je suis revenu après en Europe, c'était pas non plus choquant, tu vois, mais je me rendais beaucoup plus compte d'à quel point j'étais une minorité. D'accord. Ouais. Alors qu'en grandissant, c'est comme si c'était la norme pour moi d'être noir, certes, mais de faire partie de la minorité. Mais quand je suis retourné au Sénégal, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu aussi, en fait, il y a pas, on te demande pas d'où tu viens, tu vois, t'es juste chez toi. Et de vivre ça, tu vois, de le vivre pleinement, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu, d'être juste chez moi sans qu'on me demande. Bon, moi, c'est l'inverse. Quand je suis là-bas, on me demande pourquoi tu parles comme une blanche, des trucs comme ça. Mais, le fait d'être pleinement, en fait, ça, c'est vraiment un sentiment que j'avais peu connu dans ma vie, tu vois. D'être pleinement, en fait, ouais, peut-être à sa place, complètement. On demande, il y a aucune question de où tu viens, quelle est ton origine, tu vois. C'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie, mais avant de vivre au Sénégal, c'était ça la norme. Et je sais que quand je suis revenu après en France, bah, j'ai dû revivre ça. Et tu vois, c'est une habitude que j'avais plus forcément, tu vois. Et d'ailleurs, le livre parle beaucoup du retour chez soi. Avec tout ce que tu viens de me raconter, chez soi, ça veut dire quoi pour toi? Ouais, ça c'est vraiment, c'est dur. C'était un long questionnement pour moi dans ma vie. Parce que mon père est mauritanien, ma mère est sénégalaise, je suis né en France et j'ai grandi et je suis canadienne. J'ai les 4 passeports. T'as 4 nationalités? Ouais, j'ai 4 nationalités. Donc, sénégalaise, mauritanienne, française et canadienne. Ouais. Donc, et ce qui est marrant, c'est que je suis né, ça c'est jusqu'à mes peut-être 11 ans, j'étais apatride. C'est-à-dire que j'étais apatride. C'est dingue. Parce qu'en fait, je suis né en France, l'année où je suis né en France, la loi a changé et c'était plus le droit du sol. Donc il fallait que je vive je sais plus combien d'années en France pour avoir la nationalité. Donc j'ai pas pu l'avoir. Tu l'avais qu'à ta majorité. Ouais, ou à tes 16 ans. Voilà, exactement. C'était à mes 16 ans. Donc je pouvais pas être française. La mère sénégalaise ne donnait pas la nationalité jusqu'en 2012. Donc jusqu'en 2012. Ouais. C'est en 2012. Donc en fait, si t'étais né d'une mère sénégalaise, t'étais pas sénégalaise. Donc sénégalaise, je pouvais pas l'avoir. Et à l'époque, mon père, lui qui est mauritanien, il était impliqué politiquement. Il y a eu des événements en 89, donc il avait plus sa nationalité mauritanienne. D'accord. Donc en fait, j'étais apatride. C'est dingue, hein, tu vois, j'étais sur les passeports de mes parents quand on devait voyager, mais j'avais pas de nationalité. Tu vois, et c'est fou parce que apatride, tu imagines, alors que ouais, tu vois, j'étais là, mais j'avais pas de nationalité. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déménagé au Canada. Et donc, la première nationalité que j'ai eue, c'est la nationalité canadienne. D'accord. Ouais. Donc, et ensuite, après, on est revenu vivre en France. J'ai pu être française. Ensuite, la loi sénégalaise a changé. J'ai pu être sénégalaise. Et finalement, j'ai été mauritanienne. Tu vois, donc ça, c'était toujours... Plus jeune, c'était super dur pour moi quand on me demandait d'où tu viens, tu vois. Parce que quand j'allais au Sénégal ou en Mauritanie, on me disait, de toute façon, toi, t'es une petite blanche. Quand j'étais ici, bah, tu viens d'où, t'es de quelle origine? Au Canada, j'ai de la nationalité, mais j'ai pas tant d'attache avec le Canada. Donc, c'était vraiment dur pour moi c'était un vrai questionnement quand j'étais plus jeune. Tu vois, de savoir qui je suis, mon identité, c'est quel pays, ces trucs. Et finalement, moi, je me suis dit, en fait, moi, je me suis définie comme un citoyen du monde. Vraiment. Tu vois, ça veut dire que je me sens à l'aise dans plusieurs continents, dans plusieurs pays. Je pense que maintenant, avec l'âge, je me sens peut-être... je sais même pas, non. J'allais dire que je me sens peut-être plus à l'aise en Afrique, mais en même temps, non, tu vois. C'est un peu... Franchement, je suis un mix. Maintenant, j'ai accepté, en fait, ce mélange que je suis, tu vois. J'ai accepté que peut-être que ça me convient de vivre en France, d'aller souvent en Afrique, tu vois, d'être un peu les deux, et quand on me demande d'où je viens, bah, je viens de plusieurs pays. Mais tu vois, ça a été longtemps dur pour moi, plus jeune,
de savoir, en fait, de me mettre dans une case, tu vois. Et c'est comme si, en fait, après, je me suis rendu compte que ma case, c'est une case qui est mélangée, tu vois. C'est une case qui a plein de trucs. Donc, est-ce que ça veut dire que pour toi, aujourd'hui, tu te sens 100% sénégalaise, 100% mauritanienne, 100% française, 100% canadienne? Je dirais plus que je me sens, tu vois, un peu moins de chaque, tu vois. D'accord. J'arrive pas à dire que je me sens 100% sénégalaise, 100% française, tu vois. Mais peut-être que je me sens, tu vois, un peu moins de chaque. Pas énormément, Ok, mais pas... Mais pourquoi tu te sentirais moins sénégalaise qu'une sénégalaise qui a juste un passeport sénégalais? Qui a un passeport sénégalais et qui n'a pas d'autre passeport, qui est né au Sénégal, qui est peut-être venu vivre en France après ses études. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu te sentirais... Parce que cette personne-là, si je lui pose la question, elle te dira que je suis 100% sénégalaise. Pourquoi est-ce que toi, tu te sentirais moins sénégalaise que cette personne? Parce que j'ai l'impression que souvent, en fait, dans chaque culture dans laquelle je vais être, je peux m'identifier, mais il y a toujours un petit moment où je vais penser de manière un peu différente, où tu vois, ça va pas coller. Ou même au Sénégal, mon Wolof, quand tu m'entends, tu dis, mais il y a un petit problème, tu vois. Donc c'est comme si j'y suis, mais je sais pas si, peut-être que c'est moi qui devrais plus tu vois, me l'accaparer, mais c'est comme si je me sens pas 100% légitime non plus. D'ailleurs, tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment en toi, ou c'est l'autre qui te le fait sentir? Peut-être que c'est l'autre, ouais. Okay. Peut-être que c'est l'autre, parce que tu vois, peut-être que c'est l'autre, j'ose pas lui dire que je suis sénégalaise à 100%, tu vois, parce que là il va me dire, alors il va me parler Wolof, tu vois, il va entendre mon accent, il va dire t'es pas sénégalaise, tu vois. Et pareil, quand on va me dire dire que je suis 100% française non plus, ça me représente pas, tu vois. Donc tu vois, je me sens un peu de tout, mais en même temps, c'est dur pour moi de choisir un truc. Je sais que si on devait en éliminer un, le Canada, je pense que, tu vois. Oui, parce que ouais. tu l'as dit tout à l'heure que t'as pas un attachement. Non, pas trop. J'aime beaucoup le Canada et c'est le premier pays qui m'a donné, tu vois, ma nationalité. Mais, tu vois, j'ai vécu assez longtemps, mais c'est pas, tu vois, je me sens pas attaché comme je peux me sentir attaché au Sénégal. Et aussi, il faut pas que mon père l'entende, mais Mauritanie, non, c'est pas bien. Mais ouais, Mauritanie, truc. Je pense que Sénégal. Est-ce que ton père lui-même vit en Mauritanie? Non, il vit au Sénégal. Donc, tu vois, mais donc ça va, je pense qu'il t'en voudra pas. Tu vois, ouais, je me sens moins, en tout cas, je me sentirais plus sénégalaise avant tout, je pense, et française, tu vois, juste après. Ça, je pense, c'est les deux tu vois, dans lesquels je me reconnais plus. D'accord. Mais jamais à 100%. Donc, c'est un peu, je suis un peu entre, ouais. Mais maintenant, j'ai accepté que c'est une case qui, tu vois, qui a un peu de tout. Et, tu vois, c'est ça qui m'a construite, quoi. Mais je sais que quand j'étais adolescente, vraiment, ça me questionnait profondément, quoi. Je suis quoi, en fait? Je suis, tu vois, je suis quoi? Je suis dans quelle case? Je suis, tu vois, jamais assez dans chacune des cases. Mais finalement, tu vois, avec le truc, je me rends compte à quel point c'est une richesse, tu vois. Mais plus jeune, j'essaie de rentrer dans une case et je suis pas trop dedans, donc c'était un peu, tu vois, c'était plus compliqué. Un peu, ouais. Bon, merci Raki d'être venu dans ce podcast. On pourrait encore rester et parler beaucoup plus longtemps. Quand tu dis merci, je croyais qu'on avait encore des... On pourrait encore parler de beaucoup d'autres livres dont on a parlé avant ce podcast-là. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire que tu as partagée entre nous, entre ta quête de l'amour avec Brut, ta quête de ta légende personnelle et ton âme d'enfant finalement qui est toujours restée avec toi, avec le Petit Prince, et toujours cette volonté d'aller vers les gens, cette volonté d'aller vers l'humain, cet amour-là que tu as pour les gens. C'est quelque chose de très agréable à t'entendre développer. Et c'est quelque chose de très inspirant. Moi, j'ai deux traditions à la fin de ce podcast-là. La première, c'est de toujours demander à la personne, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu penses que je devrais absolument inviter dans ce podcast? Oui, c'est Ramata Toulaïsi, qui est une de mes meilleures amies, qui est scénariste, réalisatrice et qui est aussi passionnée de littérature. D'accord. Donc je sais que ouais, c'est avec elle que, tu vois, chaque livre que j'ai lu, déjà on a beaucoup de livres qu'on a lus en commun qui nous parlent, et on parle énormément de littérature, donc c'est vraiment ouais, en plus elle est très éloquente et tout, donc elle ouais, super, sans hésiter. Super. La dernière tradition de ce podcast, c'est que j'offre toujours un livre à mes invités. Ah bon? Et ce n'est pas un livre que j'ai choisi, c'est toujours un livre que mon invité d'avant choisit pour le prochain.
Et le livre qui a été choisi pour toi, c'est l'Almanach de Naval Ravikant. Okay, je ne sais pas si tu connais Naval Ravikant. Alors, Naval Ravikant, pour dire 2 mots rapidement, c'est l'un des hommes les plus sages qu'il me donnait la chance d'écouter. C'est quelqu'un qui a deux spécialités vraiment sur lesquelles il écrit. C'est le bonheur, comment trouver le bonheur, et la richesse. Donc, tu verras, le livre, il y a vraiment 2 grandes parties. Une première partie sur, je crois, la première partie, c'est sur le bonheur. Et la deuxième partie, c'est sur l'argent. Ou la première partie, c'est sur l'argent. Et la deuxième partie, sur le bonheur. Et au-delà de l'Almanach, Naval Ravikant, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'interventions dans les podcasts et tout. Il a fait le Joe Rogan il y a 6 ans, peut-être. Un long podcast, mais qui, franchement, c'est dans mes enregistrements de podcasts préférés, de mes best épisodes de podcast. Et c'est quelque chose que je me réécoute souvent. Il a fait aussi un podcast chez... alors, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimé. C'est celui chez Joe Rogan et celui chez... alors, il a fait un chez Tim Ferriss. Et il a fait un autre que j'ai beaucoup aimé chez Chris Williamson. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mais voilà, le podcast chez Joe Rogan et celui chez Chris Williamson sont quand même assez... j'ai beaucoup aimé. Et l'Almanach, c'est... Ouais. Personnellement, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu l'année dernière. Je crois que je l'ai lu l'année dernière en 2024. Je l'ai découvert en 2024, il n'y a pas longtemps. Okay. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué et je pense que ça te parlera. Ouais, ça t'a changé ta manière de voir l'argent? Ça m'a appris des choses sur l'argent qui sont quand même assez évidentes pour beaucoup. Après, Naval, il a une façon vraiment de décortiquer les idées que je trouve très intéressantes. Mais les grands concepts sur l'argent vont être les mêmes quand tu vas lire tous les livres sur l'argent. Si tu lis du Napoleon Hill, si tu lis du Robert Kiyosaki, les concepts qui sont développés sur l'argent dans ces livres-là sont beaucoup similaires quand même. Mais voilà, tu verras, Naval a une façon quand même très spécial et très personnel de raconter ces histoires et de faire passer les idées, je trouve. Ah bah super, franchement, merci beaucoup. Je vais le lire avec grand intérêt. Et puis j'ai réécouté le podcast aussi, merci trop bien. Si je ne m'attendais pas à recevoir un livre. En tout cas, c'était super intéressant pour moi. Vraiment là, on aurait pu parler encore pendant des heures et des heures. Ouais, franchement, c'est super, super intéressant. Et je trouve que aussi la manière dont, en fait, tes questions, je savais qu'on allait parler de littérature, mais je savais pas que ça allait être des questions aussi, tu vois, aussi travaillées, aussi profondes et tout. Franchement, trop intéressant. J'ai adoré. Merci parce que c'est vraiment ce que je veux faire avec ce podcast-là. C'est pas moi ce que je trouve intéressant dans les livres, c'est pas forcément de décortiquer le style de l'auteur, de parler enfin c'est pas ça que je trouve intéressant. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast-là parenthèse. C'est que je trouve que ce qui est intéressant avec les livres, c'est les parenthèses que les livres nous permettent d'ouvrir. Ce que j'adore dans les livres, c'est que un livre va me faire réfléchir sur ma propre vie, sur quelque chose que je suis en train de vivre. Il va me faire réfléchir sur quelque chose à laquelle je n'aurais pas réfléchi si je n'avais pas rencontré ce livre-là à ce moment-là. Donc, c'est ce que je trouve intéressant dans les livres et c'est pourquoi je fais ce podcast-là. Ah bah, j'ai hâte de voir les prochains en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Aki. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, prends 2 secondes pour t'abonner à ce podcast. Plus on est nombreux, plus je peux te proposer un contenu de qualité. Pense aussi à laisser une note ou un commentaire, ça fait vraiment la différence. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.